Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Cthulhu Death May Die, un jeu kickstarté. Donc évidemment j'ai pris la totale, sauf la grosse figurine que j'ai jugé pas utile de prendre, même si c'est peut-être sympa de l'avoir. Normalement ça sert de plateau de jeu je crois. Mais voilà, à part ça, j'ai tout pris. Et j'ai découvert le jeu ce week-end. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Pour résumer un petit peu, on va avoir un jeu donc avec le thème Lovecraft, sans problème. On l'a dans les figurines de toute façon, dans les illustrations des tuiles, dans les personnages qu'on va jouer. Et finalement dans les scénarios qu'on va faire, ou dans le scénario qu'on va faire, mais avec différentes formes, vous allez voir. Et je trouve que c'est un très bon jeu, parce qu'il a une mise en place rapide, parce qu'il se range rapidement, parce qu'on n'a pas trop de matériel en jeu à chaque fois, et que finalement, il est assez difficile, c'est du coop, il est assez difficile, mais on revient facilement, on refait facilement une partie. Donc vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Je vais présenter rapidement le matériel. Ici vous avez un setup complet qui est fait pour le premier scénario de la saison 1. Dans la boîte de base, il y a la saison 1, il y a une extension avec la saison 2, et il y a une boîte supplémentaire qui doit être accessible que par Kickstarter, où il y a 3 scénarios en plus, je crois. 3 grosses boîtes avec un scénario en plus à chaque fois. Et voilà. Et dans la saison 1, il y a 6 scénarios, je crois. Alors, le principe des scénarios et du jeu en général, c'est quoi ? C'est que chaque scénario est combiné avec un grand ancien. Donc ici, par exemple, j'ai Cthulhu himself qui est présenté. Voilà, vous pouvez admirer la figurine. Elle est vraiment super. Moi, je l'adore. Peut-être un peu petite finalement, mais elle est superbe. Beaucoup de détails, juste ce qu'il faut. Et finalement, cette figurine va nous servir surtout au départ à indiquer la progression de l'arrivée de Cthulhu. Donc on a un grand ancien pour une partie et un scénario. Ici le scénario, c'est Blasphemous Alchemy, donc l'alchimie blasphématoire on va dire, saison 1, vous voyez, épisode 1, c'est marqué dessus, et l'illustration. Et ce scénario et ce grand ancien vont créer la partie. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre un autre grand ancien pour ce scénario-là, c'est pas le scénario qui dicte le grand ancien qui est utilisé, ou potentiellement je pourrais utiliser le grand ancien, enfin Cthulhu, avec un autre scénario. Et les deux combinés forment une partie unique. Pourquoi ? Parce que vous avez avec le grand ancien une carte avec différents stages, donc différents états de Cthulhu par exemple, 2 ennemis présents, alors je sais pas s'il peut y en avoir plus parfois, donc c'est 2 ennemis qui sont associés au grand ancien. Donc là ici on a des cultistes et Starspawn. Je connais pas sa traduction en français. Et ensuite le scénario, vous avez la mise en place des lieux, donc ça veut dire qu'un scénario différent, il y aura une mise en place des lieux différentes, et également des ennemis qui sont associés au scénario. Donc ici on a un Fire Vampire et un Byakhee. Donc vous voyez que si je combine un autre scénario ou un autre grand ancien, je vais changer cette partie-là. Bien. En plus de ça, le grand ancien et le scénario viennent avec des cartes mythes, chères au jeu FFG, on va dire. Donc il y en a 10 chacun, ou 5 chacun, je sais plus. Il y en a 8 chacun. J'ai 16 cartes. Ici, donc je mélange les deux decks du scénario et du grand ancien, et ça me donne un deck de cartes mythos qui donc vont faire varier également la partie. Bien. Également, avec les grands anciens et avec les scénarios parfois, on va avoir des jetons en particulier. Alors, ici pour le scénario, on va avoir des jetons laboratoire. Vous allez voir pourquoi. Et avec le grand ancien, avec Cthulhu, on récupère des
des jetons comme ça que j'appelle Riley. Je le prononce mal à chaque fois, mais c'est comme ça que je l'appelle. Et qui auront un impact sur la partie. Je vais les sortir d'ailleurs. Alors, donc voilà pour le principe des scénarios. Donc chaque partie sera un scénario. Même s'il y a une notion de saison et d'épisode, il n'y a pas de lien entre chaque scénario. Ce n'est pas une campagne. On ne conserve pas... il me semble pas, il n'y a pas de notion de campagne, donc on ne conserve pas les évolutions des investigateurs, on va les appeler investigateurs, d'une partie sur l'autre. On reset notre personnage. Et on va voir d'ailleurs du côté des investigateurs, qu'on a ici, qu'on a sur le côté, hein, j'en ai 3, c'est assez sympa aussi. Ah, donc une partie, c'est des parties seules. Au niveau des... Qu'est-ce que je vais dire? Oui, il y a également des marqueurs de feu, alors qui existent en standard, mais qui existent aussi selon les scénarios. Parce que les pièces peuvent être en feu, et on va voir que ça a une importance. Dans le jeu, les monstres qui sont en réserve seront les seuls monstres qui pourront venir sur le plateau. Ça veut dire que si on me demande de faire arriver un monstre sur le plateau et qu'il n'y en a plus, on ne fait pas l'effet. Ça a son importance. Et comment dire? Et les cartes qui sont associées au scénario que je vous ai fait voir ici, ce sont des cartes découvertes. On verra dans le tour de jeu à quoi elles servent. Donc évidemment, vous avez un tas de cartes découvertes comme ça, qui va dépendre du scénario, et qui sera unique à chaque scénario. Sur le plateau déjà en place, donc j'ai suivi, vous voyez la carte scénario elle est ici, on va la retourner après, et ça explique différentes choses sur le scénario. Vous avez la mise en place, qui est ici. Donc ça indique les tuiles à utiliser, les figurines à placer pour les ennemis, les portes qui vont faire spawner, qui vont faire arriver les monstres, et différents autres objets. Le point d'entrée des investigateurs par exemple. Donc on fait la mise en place, comme on l'a fait ici. Ici c'est le point d'arrivée des investigateurs, donc je vais placer mes 3 investigateurs que j'ai ici. On va voir les figurines. Donc on a Elisabeth, elle je l'ai prise parce que elle peut attaquer à distance, donc dans une pièce qui se situe à côté. On va lui donner un petit marqueur après. J'ai pris, alors c'est marrant, c'est Elisabeth et Sister Beth, parce que me paraissait sympathique. Je l'ai jamais joué elle par contre, hein. Pas fait mes parties, je les ai pas faites avec elle. Avec Elisabeth oui, mais pas Sister Beth. Et enfin Yann, un ancien militaire qui a perdu son bras, qui, selon les uns, serait lié à un éclat d'obus, selon les autres, serait lié à une horreur nocturne. Donc ça, ce sont les 3 figurines des 3 personnages. Ici, vous avez en rouge des cultistes. Voilà, une des figurines de cultistes. Elles sont pas mal faites, les figurines sont vraiment pas mal faites. Et puis il y en a une autre, il y a une variété dans les figurines de cultistes, voilà. Sympathique aussi. Les marqueurs de feu, vous avez des flammes. Les points colorés, ce sont les points de spawn des monstres. Donc il y a 3 couleurs différentes pour différents effets dans le jeu. Je vous ai fait voir tout à l'heure les labos. On en reparlera quand on parlera du scénario. Et on va voir quoi d'autre. Les escaliers. Donc ça permet de faire communiquer 2 pièces entre elles. Donc ici, j'ai ce grand couloir qui communique avec l'escalier qui se trouve au 2e étage. Donc ça, c'est un 2e étage. Et ici, vous avez le 1er étage. Ou le rez-de-chaussée, peu importe. Ça, c'est le point d'entrée des investigateurs. Et c'est tout ce qu'on va avoir sur le plateau pour l'instant. En plus de ça, on a des petits jetons points de vie pour les monstres. On doit donc mettre fin à l'arrivée de Cthulhu. En fait, même, il faut le détruire. Donc, petite entorse au mythe. Pour moi, il est impossible de détruire Cthulhu. On peut seulement empêcher sa venue. Donc là, on fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'on veut casser le rituel pour rendre Cthulhu, ou du moins son apparition, vulnérable. Donc le but, ça va être de rompre le rituel pour pouvoir attaquer... rompre le rituel, ça va faire 2 effets. Enfin, ça va faire un effet. Ça va faire rentrer Cthulhu en jeu, de façon automatique.
ou sinon il rentrera en jeu d'une autre manière. Ici on va voir qu'il y a une progression, et quand le grand ancien arrive sur le premier cercle rouge, il rentre en jeu. Après, une fois qu'il sera rentré en jeu, on remplacera sa progression par un marqueur, toujours sur cette piste-là. Et si le marqueur arrive à la dernière position, à ce moment-là, on aura perdu la partie. Cthulhu aura détruit le monde. Mais avant ça, une fois qu'il sera présent sur le plateau, sur un des plateaux, donc il y a une gestion des cartes stage ici qui va se faire. Il va donc apparaître à un certain endroit. Une fois qu'on aura détruit le rituel, qui va être différent selon les scénarios, on pourra à ce moment-là attaquer Cthulhu et le détruire. Donc il aura un nombre de points de vie, il aura des cartes stage, il aura des effets à chaque tour. Ça sera pas facile, mais c'est quand même le but du jeu. Ça veut dire que le but du jeu, ça va être quand même de détruire un grand ancien. Et en ça, c'est une entorse, je pense, au mythe. Mais à part ça, ça en fait pas un mauvais jeu. Et ça reste malgré tout thématique sur le reste des choses. Le reste des choses, oui. Nos investigateurs qui vont devoir accomplir cette tâche. Comment ça se présente? Je vais vous présenter un plateau. J'espère que j'aurai pas trop de reflets avec la lumière. Donc on a une fiche investigateur qui est comme ça, qui est recto verso. Alors c'est plastifié, ça vient pas plastifié par défaut. C'est un bonus de la version Kickstarter. Donc vous voyez qu'au dos, j'ai la personne et le résumé un peu de sa vie. Une plus grande illustration. Et ici le plateau joueur. En haut, vous avez la piste de santé mentale. Comme dans tout jeu ayant rapport avec l'univers Lovecraft, les personnages peuvent devenir fous à force de combattre les horreurs. Et je trouve que pour le coup, c'est bien rendu dans le jeu. À savoir que la peur, on va l'avoir, et la folie, on va l'avoir quand on se fait attaquer, par des effets, et quand nous également on va attaquer. Donc vous allez voir qu'on a un petit marqueur qui va progresser dessus. Et sur ce petit marqueur, on va également avoir des petites étapes qui sont indiquées avec un marqueur plus foncé. Ces étapes, qu'est-ce que ça fait? Ça indique qu'on va avoir une crise de folie à ce moment-là, quand le marqueur va atteindre ce lieu-là. Quand il va atteindre ce lieu-là, celui-là, 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 celui-là. Par contre, s'il atteint cette dernière position, notre personnage devient fou, et en fonction du moment où on sera dans la partie, on perdra ou pas la partie. Mais à ce moment-là, le personnage n'est plus utilisable parce qu'il devient dément. En plus d'avoir une crise de folie, ça va permettre également ça va servir d'expérience à l'investigateur. Ça veut dire que quand je vais avoir, après ma crise de folie, on va voir comment ça se passe, je vais pouvoir augmenter de 1 une de mes compétences. Donc ici, j'ai 3 lignes de compétences qui vont être en niveau initial au départ, avec ce petit marqueur. Il y a un petit endroit ici pour placer un marqueur. Et quand je vais atteindre un de ces endroits, je vais pouvoir décider d'augmenter une des 3 compétences. Parmi les 3 compétences, il y en a 2 qui sont communes à plusieurs investigateurs, et il y en a une, normalement la première, je crois, qui est particulière au personnage. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution qui est particulière à lui sur une des rangées. Les autres sont des compétences qui sont communes à plusieurs investigateurs. Donc voilà à quoi sert la piste de folie et comment elle nous fait évoluer. En bas, vous avez 2 lignes. La première ligne, c'est le stress. Le stress, ça va être une sorte d'adrénaline, si on veut, qui va nous permettre de faire plus de choses ou d'améliorer les choses. Ici, en l'occurrence, ça va nous permettre de relancer des dés. Donc pour 1 point de stress, je peux relancer un dé. La seule chose qui peut m'empêcher de relancer un dé en dépensant du stress, c'est quand mon marqueur de stress est au bout, je ne pourrai plus faire cette action. Mais ça n'a pas d'autres conséquences à part ça. Sauf si un effet vient ajouter du stress, et si on ne peut pas le faire, ajoute une blessure. Ça, c'est aussi possible. Mais sinon, en dehors de ça, le stress ne sert qu'à avoir un nombre de relances, finalement, dans le jeu. En plus des compétences qu'on peut avoir ici, bien sûr. En dessous, vous avez les points de vie. Et vous voyez qu'on n'en a pas beaucoup. On a notre marqueur qui commence ici. 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points de vie, on est mort. Donc, on a quand même des vies qui sont légères. Même si on va combattre un grand ancien et si on a envie de le détruire, on a une expérience de vie qui est faible dans le jeu. Ici, un truc très bien fait, le résumé du tour, dont on va servir tout de suite d'ailleurs pour expliquer un peu comment ça se déroule. Je reviens un instant sur la folie. Au début du jeu, on a un tas de cartes qui ont ce dos-là,
Voilà, le fichier d'Arkham, avec justement une phobie dessus. Donc, à chaque nouvelle partie, pour un investigateur, on va tirer au hasard une carte de phobie. Et c'est cette carte qui va être exécutée quand notre marqueur de folie va atteindre, enfin de santé mentale, va atteindre un point. Et à chaque fois qu'ils vont atteindre un point, hein, je vous rappelle, les points qui sont ici, on va déclencher cette phobie. Et vous allez voir que c'est pas tout le temps punitif, mais que ça peut l'être. Et que ça va dépendre du moment où ça arrive. Donc par exemple, la catatonie, pour Yann, je tirer cette carte-là, ça indique que quand j'ai cette crise de folie, on couche la figure, et tant que la figure est par terre, on est un peu caché, on est sans danger, on ne peut pas être attaqué, mais on ne peut pas investiguer, donc on ne peut pas fouiller la pièce, on ne peut pas bouger, on ne peut pas prendre d'action autre que se reposer. Et on doit prendre un stress, on doit compter un stress pour se remettre debout. Donc celle-là, elle est ni bonne ni mauvaise, elle nous apporte rien de spécial, mais par contre, elle nous aide potentiellement dans un moment très difficile de ne pas être attaqué, parce qu'on se met par terre, on se réfugie. Un autre exemple, est-ce que j'ai un exemple? Voilà, où ça peut être positif. La peur de la foule, donc l'agoraphobie on va dire. On prend un stress pour chaque autre figure, donc ça veut dire toutes les miniatures, donc les monstres et les investigateurs, qui sont dans le même lieu que nous. Si par contre on est tout seul, donc ça veut dire qu'on va augmenter le stress. Par contre si on est tout seul, on récupère tout notre stress à la place. Donc vous voyez que cette carte peut avoir un effet positif en fonction de comment on se trouve à ce moment-là. Donc à faire attention. Pour placer les petits marqueurs qu'on va placer dessus, ce sont des petits tentacules. Que je vais récupérer tout de suite. J'ai un petit sachet de tentacules. À la couleur de l'investigateur. Donc on va choisir des couleurs pour les investigateurs. Et on va placer les petits tentacules. Hop. Donc, par exemple, je prends le marqueur vert que je vais donner à Elisabeth. Donc j'ai un petit socle vert. Hop. On le met sur la zone de départ du scénario. Et les petits marqueurs qui sont ici, on les place sur sa fiche. Donc au stress, on a 0. On est au maximum de points de vie. On est au niveau 1 de chaque compétence. Et enfin, le niveau de santé mentale. Voilà à quoi servent les marqueurs. Et aussi l'intérêt du petit support en plastique qui est pas super résistant, donc c'est un peu cheap. Mais bon, je pense que c'était en termes de coût et de faisabilité, c'était bien. Et au moins, les trucs, ils bougent pas. Les marqueurs, ils ne bougent pas dessus. La petite figurine que vous avez là, c'est mon marqueur à qui c'est le tour. Et il y a également, sur chaque côté, vous allez voir qu'il y a 2 emplacements. C'est pour mettre des cartes de découverte. On va y venir tout de suite. Donc je fais pareil pour les autres investigateurs. Hop, hop. Voilà, et enfin, on va prendre ça. Le orange pour Yann. Sister Beth, elle est ici, et le orange. Et Yann, il est ici. Le reste, ça se range. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Alors déjà, comment est-ce qu'on peut gagner la partie? Je vous l'ai dit, en détruisant le grand ancien. C'est la seule manière de gagner la partie. Et on peut le détruire que si on met fin au rituel. Donc le rituel est expliqué sur le scénario. Je vais retourner cette carte-là. Comment est-ce qu'on perd si on n'a pas détruit, si on n'a pas mis fin au rituel et qu'un investigateur meurt, donc il a 0 de points de vie ou qu'il est arrivé fou? À ce moment-là, on perd la partie. Par contre, si le grand ancien est déjà en jeu et qu'on a cassé le rituel, il peut y avoir un ou plusieurs morts. Du moment qu'il y a un qui est en vie et qu'on détruit le grand ancien, on gagne la partie. Donc voilà pour les conditions de défaite et de victoire. Ensuite,
la carte scénario nous a mis en place les tuiles et les marqueurs, et quand on la retourne, on a un petit résumé. Donc, le jeu est très peu narratif en texte, c'est-à-dire qu'il il est avare en texte, il y a un petit résumé, voilà, qui indique ici, et ensuite ça va tourner autour du jeu en lui-même, et ça c'est pas plus mal. Ici on a deux actions qui sont dépendantes du scénario, donc c'est des actions qu'on va pouvoir faire, qui se rajoutent à ce qu'on peut faire au niveau des investigateurs. Ici on indique comment on met fin au rituel. Ici il faut détruire 4 labos, donc c'est les fameux jetons labos qu'on a ici, il faut en détruire 4 sur les 5 présents. Comment est-ce qu'on détruit un labo? En utilisant l'action qui est marquée ici, détruire un équipement. Donc ça nous indique que pour détruire un équipement, on prend une action qui n'est pas une attaque, on lance en fait des dés, et chaque succès fait un dégât au labo. Dès qu'il y en a 4 ou plus, il est détruit, on le retourne, on applique un effet qui se trouve derrière le labo, au dos du token, et ça fait un labo détruit. Et il faut en détruire 4 pour mettre fin au rituel. Et en plus, il y a un effet qui arrive quand le grand ancien avance. Donc quand le grand ancien avance, c'est quand il avance sur cette piste-là. Donc ici, ce sera de mettre un marqueur de feu dans chaque lieu avec un cultiste et qui n'a pas déjà du feu. Donc ça c'est pour la partie scénario. Et vous voyez, tout ça, ça va dépendre du scénario. Donc si sur un autre scénario avec le même grand ancien, on aurait d'autres choses à faire. Ici, alors comment se passe? Est-ce que je dis le combat tout de suite ou pas? Non, je vais faire on va faire le tour de jeu et le combat quand ce sera le moment du combat. Le tour de jeu, donc qui est résumé sur les fiches de personnage, bah, c'est très simple. Quand un joueur fait son tour de jeu, il a le droit de prendre 3 actions, parmi lesquelles courir. Courir, en fait, c'est le déplacement. On peut se déplacer de 3 lieux par lesquels on peut se déplacer, évidemment. Les lieux, ce sont les tuiles qu'on a ici, et les espaces séparés par des murs. Donc ici, j'ai un lieu qui fait tout ça. Ici, j'ai un autre lieu. Là, il y a un mur, un lieu qui fait tout ça, un lieu qui fait tout ça. Ici, il y a 2 autres lieux. Un lieu qui fait deux zones, on va dire. Un lieu ici, un qui est en forme de L, et 2 autres lieux. Donc à chaque fois, ça, c'est des spaces, ce qu'ils appellent des spaces en anglais. Et en fait, un espace peut contenir autant de figurines qu'il n'y a pas de limite de figurines. On va voir que parfois, ça peut poser problème sur les petits lieux, quand même. Donc l'action de courir me permet de me déplacer de 3. Donc par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3. D'accord? Ou 1, 2, 3. En une seule action. Alors évidemment, pour pouvoir passer d'une tuile d'un lieu à un autre, il faut qu'il y ait un endroit pour y passer. Pour pouvoir passer d'un endroit à un autre, il y a forcément une porte de dessinée et des flèches qui rentrent comme ça l'une vers l'autre. S'il n'y a qu'une flèche d'un côté, c'est que c'est pas possible de passer. En plus de ça, quand je cours, je vais faire toutes les règles de chaque étape du tour, parce que vous allez voir que c'est plutôt simple. Quand je cours, si je rentre dans un lieu qui a un ennemi, ou plusieurs d'ailleurs, tous les ennemis, et si je sors de ce lieu, tous les ennemis vont me suivre. D'accord? Tous les ennemis. Donc si j'ai 3 cultistes qui sont là, ils vont tous me suivre dans la pièce. Si je passe dans la pièce et que j'en ressors et qu'il y a du feu, je vais prendre un marqueur de feu sur ma fiche de personnage et en fin de tour, je vais prendre des dégâts en fonction du nombre de marqueurs de feu que j'ai sur moi. Alors pas systématiquement, on va voir comment ça se déroule en phase de fin de tour. Mais on récupère du feu, donc on laisse le marqueur de feu ici, hein, on ne le vole pas, il y a toujours du feu dans la pièce, mais par contre on s'est récupéré des flamèches sur nous et on continue à courir avec du feu sur nous. Donc ça c'est pour l'action de déplacement. A noter que le coup de récupérer des ennemis avec nous, il y a des compétences qui permettent de se cacher ou de faire de la discrétion pour éviter des ennemis. Ça veut dire que potentiellement on pourra éviter un ennemi
si on a cette compétence-là, ou jusqu'à 3 ennemis d'ailleurs. L'action suivante, c'est l'attaque. Donc l'attaque, je peux attaquer un ennemi. Donc elle, Elisabeth, elle a une particularité, c'est qu'elle peut attaquer sur un lieu adjacent. Donc elle pourra attaquer d'ici sur le cultiste. Mais sinon, en règle générale, on se trouve dans le même lieu pour faire l'attaque. Comment ça se déroule une attaque? Une attaque standard, on lance 3 dés. Donc ici vous avez des dés noirs, les dés standards sont les dés noirs. Dessus on va retrouver différents symboles. Ce symbole, c'est un symbole de succès. Le succès, ça va nous servir pour différentes actions. Dans le cadre d'une attaque, c'est une blessure sur l'ennemi. Parfois on va avoir ce symbole-là, le signe des anciens. Si le personnage a une particularité avec ce signe des anciens, on peut la mettre en application, sinon ça ne fait rien. Parfois, on peut avoir le petit tentacule ici. Ce tentacule-là, ça veut dire qu'on va augmenter notre folie. Donc on va augmenter de 1 notre marqueur de folie qui se trouve en haut de la fiche de personnage. Et parfois, on peut ne rien avoir, donc il ne se passe rien. Et parfois, on peut avoir 2 symboles. Ici, c'est un succès et un petit tentacule, donc on augmente aussi la folie. Donc si je fais une attaque, je lance 3 dés, et que je fais ce résultat-là, j'ai 2 succès et un vide, donc je fais 2 dégâts par exemple. Un cultiste a 2 dégâts, à 2 points de vie, c'est marqué sur sa fiche ici. À ce moment-là, j'élimine le cultiste. S'il avait pris qu'un seul dégât, parce que je n'avais fait qu'un seul dégât, je pouvais mettre un petit marqueur de dégâts à côté de lui. Évidemment, c'est à ça que ça sert le stress aussi, c'est pour faire les relances. Parce que si jamais vous tombez sur des résultats qui ne vous donnent pas trop de succès, ou beaucoup de tentacules, et que vous ne voulez pas forcément augmenter votre niveau de folie, vous pouvez dépenser un stress pour relancer un dé. Ça ne vous garantit pas de faire mieux, mais ça permet de le faire. Donc potentiellement, avec le stress, je peux en dépenser autant que je veux, tant que je peux le faire, pour relancer un dé. Et un seul. Enfin, je peux relancer autant de fois que je veux, tant que je dépense du stress, en fait. C'est-à-dire qu'un dé relancé peut être relancé à nouveau. Alors qu'il y a des jeux où on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est pour l'attaque. Ensuite, je peux me reposer. Je peux me reposer seulement si je suis dans un lieu qui n'a pas de monstre. Donc ici, je pourrais me reposer. Ici, je ne pourrais pas me reposer. Ça, je le remets où il devait être. Et ici non plus. D'accord? Ici, je pourrais. Même s'il y a du feu, je peux me reposer un petit peu et reprendre mon souffle. Le repos, ça permet de récupérer 3 points avec n'importe quelle combinaison entre stress et point de vie. Donc je peux récupérer 3 points de vie, ou je peux récupérer un stress et 2 points de vie, ou n'importe quelle combinaison. C'est une action. Ensuite, je peux échanger. Donc je peux échanger des objets que j'aurais récupérés avec un autre investigateur qui se trouve dans le même lieu que moi. Et enfin, les actions de l'épisode. Donc les actions de l'épisode, c'est celles qu'on vient de voir, qui sont sur la carte du scénario, avec éteindre un feu, dans le cas de notre scénario ici, je peux éteindre un feu. Donc comment je fais? Je lance les dés, je lance 3 dés, et chaque succès va permettre d'enlever un token de feu, parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans les pièces. Mais chaque succès va en enlever un. De la même façon que quand on... D'ailleurs, il faudra que je vérifie ça, mais... De la même façon que quand on lance les dés, potentiellement on va récupérer des marqueurs de folie aussi. Et détruire l'équipement de labo, on l'a vu, c'est une action du scénario, donc je peux faire ça pour une action. Et voilà, on a mis fin aux actions du joueur. Donc vous voyez que les actions, c'est en partie des actions standards et en partie des actions liées au scénario. Potentiellement, d'autres cartes pourraient avoir des actions, par exemple Cthulhu, il pourra très bien avoir des actions qu'on peut faire sur lui, peut-être pour le tuer plus vite ou pour le renvoyer, je ne sais pas. Ça pourrait très bien arriver. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 3 actions, on va piocher la carte de mythe. Et c'est là que ça devient particulier. Moi j'ai eu du mal au tout début, quand je faisais mon tour de jeu, pas que c'est compliqué, hein, c'est que j'avais du mal à me rappeler que la carte mythe, ce n'est pas la fin du tour du joueur. En fait, mon tour n'est pas terminé. La carte mythe arrive juste après mes actions. Donc je tire une carte mythe, et je réalise ce qu'il y a dessus. Alors, je vais en prendre 2 différentes, pour vous faire voir, voilà. On va avoir 2 types de cartes différentes, par exemple. Ici, il y a le signe qu'on retrouve sur le signe de progression du Grand Ancien, que l'on trouve ici. Hop.
avec un effet. Donc on réalise tous les effets qu'on peut faire. Donc ici par exemple c'est ajouter un token de feu dans votre lieu et dans tous les lieux adjacents. Ici par contre c'est un peu différent. On déplace le cultiste le plus proche dans notre lieu. On ajoute un relais. Alors je l'appelle Riley, c'est pas bon, c'est Riley. Je vais jamais prononcer, je suis sur Riley à chaque fois. Dans notre lieu. S'il y en a déjà un, on met dans un lieu à côté. Ou alors, on perd 2 santé mentale. Donc ces 2 cartes-là sont à agir, on les fait. Parfois il y a pire, hein. Parfois on fait arriver des monstres, des choses comme ça. La chose importante, c'est que dans la défausse, dès qu'il y a 3 cartes avec ce symbole-là, ça veut dire qu'à la fin du tour, le grand ancien va progresser. Si jamais il progresse sur le premier cercle rouge, il va arriver sur le plateau. Sur le plateau, je le rappelle, je ne pourrai pas l'attaquer, ni lui faire des dégâts, par n'importe quel moyen, tant qu'on n'aura toujours pas détruit ici, pour ce scénario-là, les 4 labos. Donc tant qu'on n'aura pas annulé le rituel. Donc ça c'est pour les cartes mythes. Donc j'ai tiré une carte mythe, j'ai fait l'effet de la carte mythe. Ensuite, je continue mon tour d'investigateur. Donc vous voyez que la carte mythe vient interrompre un peu le tour. Et quand on est habitué aux différents jeux où parfois on fait notre tour complet et c'est la carte mythe qui arrive à la fin, ça change les habitudes. Donc ensuite on continue notre tour et l'action suivante c'est est-ce que je suis seul ou pas sur mon lieu? Si je suis sur un lieu avec des ennemis, donc si je suis ici par exemple, à la fin de mon tour, enfin à la fin de mes actions plutôt, pas mélanger la fin des actions avec la fin du tour. À ce moment-là, l'ennemi, ou les ennemis vont m'attaquer. Comment ils vont attaquer? C'est très simple, ils lancent des dés également. Donc ici, un cultiste, ça possède 2 dés verts. Donc je prends 2 dés verts. Les dés verts ont la particularité de ne pas avoir de tentacules sur eux. Il lance 2 dés verts. Et lui, c'est pareil. Bon, là, il a fait des signes des anciens, donc il n'a rien fait du tout, parce qu'il n'a pas de règle spéciale sur le signe des anciens. Alors qu'en fait, par exemple, le Byaki compte un succès pour le signe des anciens. Donc un Byaki a fait 2 dégâts, le cultiste a fait 0. S'il tombe sur un succès, ça fait 1 dégât, ça nous fait une blessure, et ainsi de suite. Donc parfois, on a vu le cultiste, quand il attaque, il lance 2 dés verts. Parfois les autres monstres, donc le cultiste est un cultiste, les autres ennemis sont des monstres. Donc on différencie cultiste, monstre et grand ancien, et l'ensemble forme les ennemis. Donc les autres monstres ont des capacités quand ils attaquent ou quand ils sont attaqués. Par exemple, le Star Spawn, quand il attaque ou quand il est attaqué, dans un lieu avec le petit marqueur Riley, il ajoute 2 tentacules systématiquement. Donc en fait, il est tellement horrible à combattre qu'il nous crée de la folie automatiquement. Le Fire Vampire, quand il attaque, il ajoute un marqueur de feu dans le lieu où il est. Et le Byaki, sa spécialité, c'est d'utiliser les signes des anciens pour avoir des succès en plus. Donc ce serait l'attaque. Et toutes les figurines sur le lieu attaquent le personnage actif. S'il y avait un autre personnage dans le lieu, les ennemis n'attaquent que le personnage qui est actif. Si jamais par contre je me retrouve dans un endroit où il n'y a aucun ennemi, à ce moment-là, on fait une investigation, on fouille en fait. Et comment ça se traduit? On pioche une carte Discovery qui est liée au scénario et on la retourne. Alors ici, il y en a une avec un choix, parfois on a 2 choix. Donc en fait, on a un petit texte qui nous explique ce qui se passe, ou un petit texte de fluff ou un truc comme ça. Et on nous indique ce qu'on peut faire avec 2 possibilités. Soit on récupère un extincteur, soit on récupère une hache, ici. Et comment ça se passe quand on choisit? Alors parfois ça coûte du stress de faire le choix, ça a des coûts. Là c'était pas le cas. Une fois qu'on a choisi le côté qu'on voulait utiliser, on peut le récupérer et le placer comme ça sur le plateau. Et à ce moment-là, on a récupéré l'objet en question, ou la carte en question. Dans ce qu'on en récupère, dans ce que j'ai vu pour l'instant, on pouvait trouver des compagnons, ou des gens qu'on a sauvés, qu'on a aidés, qui potentiellement ont des points de vie sur eux et qui peuvent nous servir un peu de bouclier, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bien, mais c'est comme ça.
ou des objets qu'on peut utiliser. Donc par exemple, l'extincteur de... Qu'est-ce que je voulais dire? L'extincteur, il nous permet d'ajouter 2 dés verts quand on veut éteindre un feu. Donc ça ajoute 2 dés verts aux 3 dés noirs qu'on utilise, parce que l'action d'extinction c'est 3 dés noirs, on pourra ajouter 2 dés verts pour avoir plus de succès et éteindre plus de feu. Donc voilà comment ça se passe quand on fait une phase d'investigation. Une fois que ça s'est fait, donc soit le combat, soit on nous attaque, soit on investigue, on arrive à la fin du tour. À la fin du tour, il y a différentes choses. Tous les effets de fin de tour des personnages vont avoir lieu. Donc si mon personnage, enfin, du personnage en cours évidemment. Donc si mon personnage a des actions en fin de tour, à ce moment-là, on l'applique. Est-ce qu'il y en a un qu'on a un ici? J'en ai pas vu. Non, il n'y a pas d'effet en fin de tour. Ensuite, on fait les effets du feu. Donc si mon personnage avait récupéré des marqueurs de feu en se déplaçant. Donc, par exemple, tout à l'heure, je dis elle s'est déplacée, elle avait un marqueur de feu. À ce moment-là, pour chaque marqueur de feu présent sur sa fiche, je lance un dé noir. Un dé standard. Si j'ai un succès, bah, ça me fait une blessure. Et ici, un succès, bah, ça fera une folie et une blessure. Ici, rien du tout. Et le signe des anciens, rien du tout. Pour chaque marqueur feu. Et ensuite, on enlève les marqueurs de feu du personnage. Donc il a réussi à s'éteindre le feu, mais il est un petit peu brûlé quand même. Ensuite, on vérifie que dans la défausse des cartes mythes, on n'a pas 3 marqueurs symboles comme ça. Ce petit symbole-là. S'il y en a 3, on fait progresser le grand ancien d'une zone. Si jamais quand il progresse, il est arrivé ici, à ce moment-là, il arrive en jeu. Ce qui se passe, c'est qu'on met de côté la carte Stage 1, on voit la carte Stage numéro 2, enfin l'étape numéro 2, et on applique ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire l'endroit où il apparaît, et éventuellement d'autres effets. Et il a comme ça 4 cartes de stage. Sachant que les effets sur les cartes sont cumulatifs, donc les effets qui sont permanents restent d'une étape à l'autre. Donc il y a toujours une règle d'arrivée de découverte de la carte, de la révélation de la carte, plus un effet permanent sur la carte qui se cumule. Et une fois que c'est fait, du coup, c'est la fin du tour. On passe à l'investigateur suivant et on recommence. Donc voilà pour le tour de jeu de Cthulhu Death May Die. Vous voyez que la règle n'est pas compliquée. J'ai pris le temps, je vais l'expliquer tranquillement, mais en jeu, vous allez voir que c'est super rapide. Les 3 actions, c'est très rapide à prendre des décisions. Enfin, de temps en temps, on peut se creuser un peu plus les méninges, mais ça va plutôt vite. C'est assez punchy. Ça fait un peu un... Ça fait un petit peu un jeu de rôle Cthulhu sous en fait. C'est-à-dire qu'on est entre le... Pas le dungeon crawler, parce qu'il n'y a pas d'exploration vraiment. Le plateau est présent. Mais ça fait Mansion of Madness version accélérée. En plus punchy, en plus film d'action. C'est pour ça qu'il y a moins de texte, on perd moins de temps, c'est assez bien. Je trouve ça pas mal comme type de jeu. Déjà parce qu'il est rapide à mettre en place, qu'il est rapide à jouer, qu'on peut faire rapidement une partie, et qu'il est assez difficile malgré tout. Pour l'instant, j'ai fait 2 parties, 2 défaites. Je crois que je suis pas encore monté Ah si, je suis monté une fois au 2e étage, et je crois que tous les monstres étaient dans les escaliers. J'ai un effet cumulé de cartes mythes et de folie qui a fait que je me suis retrouvé mort complètement. Donc voilà. Donc j'espère que les explications ont été claires. Pour info, donc il y a pas mal d'investigateurs dans la boîte de base, il y en a 10. Donc ça vous donne la possibilité de changer pas mal des explorateurs. Hein. Il y a donc les 6 épisodes, il y a 2 grands anciens, si je ne me trompe pas, il y a différents gros monstres aussi qui viennent avec. Et dans les extensions, il y a une saison 2 qui existe, il y a pas mal d'extensions qui existent par le KS. Mais je pense que la boîte de base, je crois qu'elle existe, elle va exister. Son Common, je crois qu'ils sortent tout en retail. La boîte de base à elle seule, elle vaut le coup, je pense. Elle suffit largement à bien s'amuser avec le jeu. Si j'avais eu que la boîte de base, ça suffirait pour bien s'amuser. À voir si, sachant que le but est toujours le même, si c'est pas trop répétitif dans les mécaniques, et si c'est pas seulement un changement de dire
il faut que tu ailles chercher ces jetons-là, que tu les récupères, que tu en fasses une pile, je sais pas. Peut-être que la mécanique va s'user à force d'y jouer, mais au moins, moi, dès la première partie, ou dès mes 2 premières parties, j'étais super emballé, pas de questions sur les règles, ça y va direct, on comprend rapidement comment ça se passe, et finalement, on voit vraiment la rejouabilité présente sur tous les éléments du jeu. Donc c'est un bon point pour moi, plus les figurines qui sont vraiment très belles, le matériel est de très bonne qualité. Alors, on pourra peut-être dire que pour les secondes caisses, les trucs en plastique, ça ne fait pas super dur, comme c'est pas un plateau comme dans les zombicides, hein, en plastique dur, mais ça tient son rôle et c'est pas mal fait. J'ai pas eu de soucis avec. Ça se clipse pas complètement, mais ça tient, donc il n'y a pas de souci. Et alors les dés, j'ai pris des dés supplémentaires, hein. Bon, c'est vraiment pas utile, hein. Les dés de base sont très bien, ils sont plus mat, c'est tout. Un jeu de dés, ça suffit, je pense, sauf si on est vraiment plus nombreux. Que dire d'autre? Jusque-là, je suis pas déçu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une partie dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao!